Good morning, everyone. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici, nous sommes donnés rendez-vous à 9 heures. Je suis très heureux de voir que vous êtes tous et toutes là. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je vous ai manqué? Moi, en tout cas, vous m'avez manqué. Et bonjour à tout le monde, bonjour à nos interprètes, bonjour à nos techniciens qui vont s'occuper de faire que cette conférence sera menée à bien. Je vous rappelle que cette conférence a été interprétée en espagnol sur le canal 1, 2 en anglais, 3 pour le français. Très important pour ceux qui n'ont pas d'équipement d'interprétation, s'il vous plaît, assurez-vous que vous prendrez un équipement d'interprétation à la pause pour pouvoir communiquer. En termes d'interprétation, il y a certaines personnes hier qui ont oublié de rendre leur casque. S'il vous plaît, on vous demandera donc de les rendre puisque ce sont d'une part des casques qui ne vous seront pas utiles et qui sont ensuite très chers. Ensuite, en termes d'organisation, comme hier, nous allons commencer à l'heure indiquée. Vous savez que j'en suis capable. Et je sais aussi que vous en êtes capable et ça c'est important. Et encore une fois, nous le ferons aussi pour les personnes qui sont en ligne et qui n'ont pas trop de souplesse par rapport aux horaires. Donc nous aurons aussi deux pauses, une pause le matin, une pause l'après-midi. Il faudra donc sortir de ce bâtiment en haut des escaliers et traverser juste en face, où vous avez la pause, la salle où il est marqué Meeting Room. Comme hier, donc la pause sera de 12h30 à 14h. Comme hier, il y a eu des petits problèmes en termes d'attente. Vous pourrez prendre à emporter et déjeuner dans la salle de réception. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai à vous dire en termes d'organisation? Pour les intervenants, on nous a demandé de la part des interprètes et du public de parler le plus proche possible des micros et ne parlez pas trop vite s'il vous plaît parce que nos interprètes parfois ont du mal à suivre le rythme. Voilà donc pour l'organisation et nous allons maintenant nous pencher sur le programme. Nous avons 4 sessions techniques et les commentaires de clôture et des session technique très intéressante et nous allons commencer avec la session numéro 6 de notre programme sur donc la Smart AEM, si on peut dire l'AEM intelligente. Ensuite, nous passerons à la protection et la restauration marine et nous reviendrons à 14h pour la session 8 de l'économie bleue durable et ensuite les initiatives internationales d'AEM et ensuite nous aurons des remarques de clôture et nous en aurons terminé avec le programme. Ce sera une journée très intense, très technique aujourd'hui qui va être, je pense, très intéressante pour tout le monde. Et j'aimerais aussi vous parler des décharges légales. Il va falloir que je les relise. Les désignations employées et le matériel présenté n'engagent la responsabilité ni de l'UNESCO ni de l'Union européenne en ce qui concerne le statut de territoire, pays ou ville en termes d'autorité ou la limitation de ses frontières. Les opinions sont les opinions des intervenants, pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'UNESCO ou des organisateurs de comités. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi nous avons besoin de répéter ce genre de choses avant de débuter. Nous allons donc commencer avec la session numéro 6. Donc, l'AEM intelligent en termes de climat. Donc nous allons parler des besoins d'être inclusif. Nous avons des intervenants très intéressants. Et donc on va parler des approches existantes et les approches potentielles de l'AEM. Et donc nous aurons
un panel d'intervenants fantastiques et je vais vous demander de les applaudir quand je les nommerai, quand je les inviterai à venir sur scène. Donc il y aura Catalina Frazao Santos qui sera la co-modératrice de cette session. Rapporteur Celia Vassilopoulou du Centre hellénique de la recherche marine. Nous avons ensuite Isabelle Ramos qui s'occupe du programme de l'IUSN Mozambique. Tom Woolley du département intérieur de gouvernement local pour le patrimoine en Irlande. Ah, attention, ça c'est un bon signe, ça porte bonheur, mais faites attention. On a aussi Joachim Johansson de l'agence suédoise de l'eau. Nous avons Jesse Verhalle, j'espère que j'ai bien prononcé, qui s'occupe donc de la chaîne alimentaire et de l'environnement en Belgique. Et nous avons aussi Alison Wiggins qui s'occupe donc des zones côtières et de leur gestion au Barbade. Comme hier, nous aurons d'abord les présentations de chaque intervenant. Ils seront ensuite invités à parler par ma co-modératrice Katharina. Et ensuite, je vous rappelle aussi que nous avons Slido pour pouvoir poser vos questions en ligne. Donc www.slido.com. On vous demandera un code qui est donc le code que vous voyez à l'écran. Et une fois que les discussions seront terminées avec Katharina, je reviendrai sur scène et nous prendrons les questions qui ont été posées sur le chat. Et sans transition, nous allons donc commencer cette première session de la journée. Good morning. Bien, bonjour à tous. Merci d'être toutes et tous ici avec nous à cette heure. Et d'être avec nous aussitôt. Je suis donc très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce thème qui m'est cher, les interconnexions entre le changement climatique et l'aménagement de l'espace maritime. C'est quelque chose sur laquelle je me concentre depuis 6 ans et je suis très heureuse de voir que ça a été aujourd'hui reconnu comme l'une des priorités sur la feuille de route AEM. Lors du dernier mandat au forum AEM, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets. Il fallait donc identifier des problématiques et des recommandations pour pouvoir mener à bien ce thème. Les questions qui ont été posées aux participants étaient liées à leur degré de familiarisation entre l'AEM et le changement climatique et quelles mesures pourraient être intégrées donc à ces stratégies. Donc j'aimerais vous faire un petit sondage ici pour savoir qui connaît justement des programmes qui intègrent le changement climatique à l'AEM et qui n'en connaît pas, ou qui connaît plutôt des stratégies qui n'intègrent pas le changement climatique. Ok, très bien, moi je m'attendais plutôt à ce que ce soit l'inverse. Bon, il y a énormément de villes avec nous, on a vu ça aussi lundi lors des discussions. Les problématiques principales qui ont été soulevées venait du fait que très souvent les programmes AEM n'intègrent pas le changement climatique de la bonne manière et c'est dû au manque d'informations sur le climat. Donc on rencontre certaines restrictions, des limites et ça a des conséquences pour les stratégies. Dans certains pays, nous n'avons pas les ressources en ce qui concerne le climat et dans d'autres pays, parfois les prédictions sont perçues comme parfois incertaines
Et and predictions for dû the à cela, future do les not scénarios et integrate les climate. prévisions Another n'intègrent pas le climat. pointed out is that Un autre élément qui a été mis en avant, c'est que le climat est un élément très politisé. Donc dans certains pays, on n'accepte pas le changement climatique comme une réalité. Donc évidemment, l'AEM n'intègre pas le changement climatique. Et dans d'autres pays, il n'y a pas de volonté politique suffisante pour intégrer le changement climatique à l'AEM. Certaines stratégies ne sont pas assez adaptatives, donc on ne peut pas y intégrer le changement climatique ou la réduction de l'impact, et ce n'est souvent pas assez direct. Et pour certaines personnes, le changement climatique est beaucoup plus global que l'AEM, et cela va au-delà de ça, et pour cette raison, ces personnes pensent que ça ne devrait pas faire partie de l'AEM. Voilà, donc ce sont les points qui ont été discutés, et en même temps, en ce qui concerne les recommandations, nous avons identifié qu'il y a besoin de ressources pour soutenir le développement du changement climatique à travers l'AEM et à travers la collecte de données scientifiques fiables pour avoir des scénarios réalistes qui nous permettraient d'avoir des alternatives pour le futur. Et donc pour cela, il faut sensibiliser sur l'intégration du changement climatique dans l'AEM en mettant en avant le coût économique de l'AEM sans le changement climatique. Et il faut aussi soutenir le développement de capacités, comprendre et voir si les gens sont conscients des effets pour pouvoir agir. Certaines personnes ont soutenu le fait que cela peut avoir un rôle très important par rapport aux ressources. Il faut aussi protéger des éléments, des zones et des écosystèmes. Il y a des zones protégées, comme par exemple les mangroves ou les plaines d'algues. Il faut aussi intégrer la gestion terre et mer. Et il y a aussi un potentiel de développement des solutions basées, inspirées de la nature. Et il faut aussi avoir des décisions politiques. Et il nous faut aussi un contrôle efficace, et cela va au-delà du sujet du changement climatique. Et le changement climatique doit faire partie de l'AEM. Ça permettra aussi de réduire l'impact sur l'environnement et aussi de mesurer la contribution de chaque pays à la réduction du changement climatique. Et donc pour avancer sur ces discussions, nous avons donc des intervenants de haute qualité qui vont nous parler de leur expérience sur le changement climatique. Et sans plus attendre, je vais inviter Isabelle Ramos qui va nous parler des océans et de la résilience côtière. Okay, I just wanted to present Isabelle. I'm sorry. Je vais donc maintenant présenter Isabelle. Okay, so Isabelle Ramos is a program manager at the International Union for Conservation. Une programmatrice à l'Union internationale de la conservation de la nature au Mozambique. Elle travaille depuis 2000 à la conception de politiques et de lois multisectorielles et multigouvernementales. Depuis 2015, elle se concentre sur le développement territorial avec l'AEM du Mozambique, qui se concentre sur le climat et les engagements socio-économiques et internationaux. Elle a travaillé en linguistique et en économie. Elle s'est formée en économie et en linguistique. Bien, bonjour. Comme vous avez vu, j'ai l'habitude de casser
certaines habitudes, que ce soit au niveau politique ou au niveau physique, comme vous avez vu avec le verre que j'ai cassé en arrivant. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et je vais demander à Munish Mungwa dans la salle. Et je vais lui demander de me permettre de faire référence à son travail. Mozambique is one of the affected countries in Southern Africa. Parce que le Mozambique est un des pays les plus affectés en Afrique. Le gouvernement a toujours été sensible et aussi la population. Il y a des niveaux de pauvreté qui font que si nous devons programmer de façon durable, eh bien, il faut intégrer tout cela. Vous pourrez voir le PMDT qui est donc le plan d'aménagement du Mozambique. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et donc, à 2040, il y a donc ce plan d'écosystème, services et résilience. Si nous ne souhaitons pas utiliser le terme changement climatique, nous pouvons utiliser le terme résilience. Si l'AEM est bien fait, évidemment, cela inclut cette thématique, puisque nous parlons des zones côtières. Et dans le cas du Mozambique, c'est là que l'impact est le plus fort en termes de la montée du niveau des mers, les dynamiques de la population. Tout cela dépend des ressources naturelles. C'est important de spécifier que la vision et la mission. Et je m'excuse si cette diapositive doit encore être peaufinée par rapport à la version finale que nous présenterons et aura besoin d'approbation du gouvernement et puis aussi en termes de formulation. Mais en tout cas, ce qui est important de vous montrer ici, c'est que les engagements du gouvernement, la volonté politique d'avoir le meilleur document possible pour répondre aux priorités et quelque chose qui est présent. Donc on a le côté plan territorial avec les 12 piliers. Et comme on en parlait hier, l'AEM est une composante de l'ICZN. Mais parfois c'est plus détaillé que le PMDT. C'est important de dire que le Mozambique, depuis 2018, a commencé le développement de toutes ces instances. On a commencé donc à travailler sur le cadre juridique avec des éléments spécialement liés à la mer ou d'autres à la biodiversité, à la résilience. Et le dernier qui date de mai. C'est un décret. Le Mozambique est un des premiers pays qui exporte du pétrole et du gaz. Donc ce décret se penche sur la compensation des effets climatiques de cette activité. En ce qui concerne les engagements des hommes et des femmes politiques, de la classe politique, eh bien, cet engagement remonte à plus loin que mon arrivée au gouvernement. Donc il faut vraiment être du côté du gouvernement pour insister sur le fait que ce document a été approuvé, soutenu par les gouvernements, par le Parlement, et les infrastructures ne changent pas en fonction du changement de gouvernement. Et ensuite, il y a le côté de l'assistance technique. Je dirais qu'il est assez facile de trouver de l'assistance technique, mais il faut avoir un petit peu de chance et aller un petit peu au-delà de ça pour trouver la meilleure assistance technique et s'assurer que les documents intègrent
tout ce qui est à notre disposition, les risques, les bases de données que It nous is avons also à notre disposition. Et c'est important aussi de mentionner que dans notre cas, les fournisseurs qui ont mis au point la MDT l'ont fait de façon, de très bonne façon. D'ailleurs, nous avons une de ces représentants dans la salle. Et c'est aussi très important de dire que pour un pays pauvre, les partenaires de développement et l'assistance au développement sont des choses cruciales. Et nous en avons bénéficié. Et la vision, le leadership d'Andrea Tino nous a aussi beaucoup aidé. On peut penser que ce n'est pas pertinent, mais si on regarde un petit peu plus au niveau macro, eh bien, on peut voir que tout le monde travaille, mais parfois on n'a pas le cadre et la qualité qui nous permet de prendre des décisions. Et cette diapositive nous montre le risque que court le Mozambique en termes de changement climatique. Elle n'est pas préparée. La dynamique de la population, on est aujourd'hui à 32 millions, on sera à 60 à 65 millions dans 20 ans et nous sommes un pays pauvre. Donc si les communautés ne sont pas engagées dans la restauration, si on ne rémunère pas les communautés, eh bien, nous allons utiliser plus de ressources que nous en avons. Et nous allons voir nos enfants et aussi nos petits-enfants mourir. Et donc tout ceci fait partie de la base de données GIS. Et il y a aussi des risques associés en termes de santé publique. À chaque fois que nous avons une catastrophe naturelle, tout cela est risqué. Et il me reste 30 secondes. OK. Du niveau central ou au niveau local, l'action au niveau des communautés et au niveau local, il faut transformer les politiques en plans d'action concrets, locaux, au niveau de la communauté. On a travaillé donc avec les mangroves, ou les palétuviers. Et vous verrez, de toute façon, je vous partagerai la présentation par PowerPoint. Mais la mise à jour des données et s'assurer qu'il y ait une continuité politique malgré le changement de gouvernement est quelque chose de très important. Et je vous remercie beaucoup et merci de m'avoir invité. Barcelone est une très grande ville. La ville de Gaudi, on nous a habitués à... L'interprète s'excuse, mais la personne s'exprime dans un mélange de portugais et de catalan qu'il ne comprend pas. Merci de nous avoir ici. Nous vous attendons tous au Mozambique. Thank you, Isabelle, so much. Merci Isabelle. Maintenant, on va inviter Tom Woolley à la table. Il est conseiller pour la section de législation du gouvernement du patrimoine gouvernemental en Irlande. Il a travaillé sur les MSP depuis 2010. Vous êtes le bienvenu, Tom. Merci beaucoup. Merci pour me donner l'opportunité de vous rejoindre à Barcelone. Merci aux organisateurs de IOC et la Commission européenne. Ces 2 jours, c'est fascinant de voir, d'entendre l'expérience de tant de personnes, de tant d'experts, voir ces solutions qui sont mises à bien autour du monde. Aujourd'hui, c'est parler de Climate Smart MSP en Irlande. L'année dernière, nous avons commencé ce plan pour l'adaptation et la mitigation. Nous nous concentrons sur l'aménagement. Je veux faire référence à ce qui a été dit hier, en particulier dans le contexte de ces MSP et le climat intelligent. Avec cette recherche qui est en cours, nous avons monitoré ces données autour du changement climatique. Je tiens à souligner que je ne vais pas entrer dans les détails, mais la recherche a été clé pour
atteindre ces objectifs. Catherine, qui est là, qui est intervenue hier de l'Institut maritime de l'Irlande. Est-ce que l'orateur pourrait se rapprocher du micro, mais bon, ce n'est qu'une suggestion. C'est ce document global sur le climat. Il y a ces points, il faut souligner quand même quelques statistiques. Il y a une augmentation du niveau de la mer de 2 à 3 millimètres. Les températures ont augmenté de 1,5 degré dans les 10 dernières années et 6% de pluie de plus en Irlande. C'est vrai que, bon, on dit qu'il ne pleut pas souvent, mais il le fait. La zone côtière est de 7000 kilomètres. Une carte qui vous donne ce sens d'échelle, quelque chose d'important lorsque nous pensons à ces impacts climatiques, c'est les statistiques et le changement. En particulier, cela change les écosystèmes, il y a des impacts sur les communautés, les zones de pêche se voient modifiées en réponse à ces MSP. Les îles ont établi en passé, on veut augmenter donc la production d'énergie éolienne en gigawatts pour 2030. Il faut reconnaître qu'il y a un rôle important à jouer dans les zones maritimes pour réduire les émissions et éviter l'exacerbation de l'impact du changement climatique. Il faut que les projets n'aillent pas à l'encontre donc du développement des zones côtières, que les projets de développement n'aillent pas à l'encontre de l'équilibre de l'écosystème des zones côtières. Lorsque nous pensons de l'MSP en Irlande, c'est un processus concentré sur le plan. C'est une tâche complexe et difficile auquel nous nous confrontons tous les uns les autres, mais il y a plusieurs pas à identifier tout ce système, toutes ces actions. Depuis la législation jusqu'à la mise en place de ces nouvelles lois, de ces nouveaux plans, nous avons une loi sur l'aménagement des zones côtières qui dépend de l'MSP et nous voulons que les plans maritimes soient tenus en compte et toutes les lois fassent référence à cela, les lois sur l'environnement. L'année dernière, nous avons commencé et ce sont des politiques cadres sur lesquelles on peut baser la prise de décision et les politiques. C'est une manière de consulter ce qu'on dit dans le pays sur le changement climatique et quelle influence cela a. Dans le futur aussi, nous voulons incorporer des plans à l'échelle sectorielle, par exemple dans le secteur énergétique. Et sur le plan local, on fait référence au fait qu'on peut, par exemple, inviter des experts pour qu'ils nous aident à adapter les plans au niveau d'une région en particulier dans le pays. La partie suivante de cette phase, ce serait le cadre législatif. Ces lois doivent trouver leur place. C'est bien de parler de changement climatique, mais il faut voir ce que nous faisons, quels sont les manques de ce plan, que faut-il faire sur le plan maritime. Nous tenons compte de tout cela lorsque nous élaborons notre plan. Ensuite, il y a la mise en place. Comment peut-on le faire? Et ici, l'opportunité qui nous est offerte, eh bien, on voit qu'il y a des plans qui intègrent déjà des références au changement climatique. Chaque projet est différent au niveau de l'échelle, de l'emplacement, des délais, etc., ou des phases. En chaque process ou chaque étape, il faut avoir des experts qui valorisent, qui évaluent chacune des demandes de mise en place. Les responsables des politiques, les décideurs doivent pouvoir prendre ces décisions. Et ensuite, il y a la supervision, le monitorage d'accomplissement de ce plan. La question est, est-ce que nous sommes en train d'atteindre ces objectifs établis? Eh bien,
Si l'on analyse ce qui se passe dans le système, on peut répondre à cette question. Et grâce à ces connaissances-là, on peut réviser le plan, mettre à jour le processus de mise en place de ces plans. C'est ce que nous avons appelé le système d'aménagement de l'espace maritime. Quelles sont nos difficultés? Comme Catherine a dit hier, l'un des principaux enjeux, ce sont les interactions terre-mer. Il faut tenir compte que c'est compliqué, la confluence des diverses autorités avec plusieurs juridictions. Cependant, on voit qu'il y a des opportunités. En terre, nous avons les autorités qui s'occupent du changement climatique et les autorités peuvent apprendre, les autorités qui réglementent l'utilisation de la mer ou l'aménagement des espaces côtiers, eh bien, peuvent profiter aussi de l'expérience des experts en terre. À l'échelle régionale ou sectorielle, on veut travailler avec la coopération énergétique, en matière de coopération énergétique avec les parties prenantes qui opèrent sur la mer du Nord pour voir comment nous pouvons répondre aux objectifs tracés sur le plan énergétique. Aussi, ces objectifs tracés pour 2030, il faudrait analyser la législation qui a été mise en place dans les nouvelles aires, nouvelles zones protégées. Il faut aussi mettre à jour le monitorage de la directive cadre de la stratégie maritime pour qu'elle inclue le changement climatique. Voilà tout. Merci beaucoup. Thank you so much, Tom. Merci beaucoup, Tom. Je regrette d'être la méchante ici, de vous dire que le temps déjà est écoulé, mais c'est juste pour rester dans les temps, n'est-ce pas? Maintenant, je vais inviter Joakim Johansson. Il travaille à l'agence suédoise pour l'AEM depuis 2011. Il coordonne ce plan 2.0, élaborer les propositions pour la deuxième phase. Il est coprésident du groupe d'experts en Baltique et le délégué suédois du groupe d'experts sur MSP. Merci pour votre invitation à cette conférence. Notre agence suédoise est là depuis 11 ans. Nous avons parlé maintes fois de l'MSP. C'est pour vous annoncer que finalement, nous avons adopté nos premiers plans en février. Le gouvernement a adopté ces plans à partir de notre agence, mais notre cabinet d'experts a décidé qu'il faut recommencer ce processus à travers de nouvelles propositions. C'est un processus qui est en cours, qui continue. Évidemment, la raison de cela, c'est le changement climatique. On a besoin d'une grande quantité d'électricité et aussi la transformation du secteur des transports de Suède. Nous allons ajouter 3-4 fois plus d'éoliennes, si nous avons bien entendu l'orateur. Nous travaillons sur MSP, nous présentons l'inclusion sur le changement climatique, plusieurs aspects de l'MSP, de l'aménagement de l'espace maritime. Pour nous, eh bien, c'est appuyer la résilience et c'est pourquoi nous allons l'entendre dans de nombreuses présentations. And well, there is some crossover between these. Il y a quelques travaux en commun, n'est-ce pas, concernant la mitigation, la résilience. Eh bien, c'est la capacité à venir à bout de ce changement, de s'en sortir. La mitigation et la réduction donc des émissions de gaz à effet de serre pour réduire l'impact du changement climatique. Dans notre stratégie, on veut être résilient et protéger la biodiversité. Comme la plupart des plans, nous avons inclus ces zones AEM dans nos plans. Elles sont marquées en rouge sur la côte de l'ouest. Il y a quelques
zone et aussi dans la partie nord de la mer Baltique. Nous avons décidé d'aller au-delà des systèmes de zones maritimes protégées. Nous avons ajouté 38 autres aires. Certaines sont marquées en jaune. Ce n'était pas 38, mais 8. L'idée de capturer davantage de CO2 et faire beaucoup de recherches sur la capture de émissions de carbone. Donc pour le futur, les zones sont là, mais elles ne sont pas encore protégées. L'identification de ces zones marquées en jaune s'est faite de manière très structurelle à partir de critères spécifiques et des données existantes à l'échelle régionale et nationale. Donc, de nouvelles études sont exigées, mais nous avons déjà ces informations, ou pour la plupart, elles doivent faire l'objet d'une considération particulière. Ça veut dire qu'il faut utiliser ces valeurs pour donc orienter notre recherche en MSP. Ces zones, nous devons porter une attention particulière à l'analyse des données concernant ces zones protégées. Les zones importantes pour la conservation de certaines espèces à travers le temps, malgré le changement climatique. C'est un concept qui est là depuis un certain temps, mais il a été rarement utilisé pour les zones d'aménagement de l'espace maritime. Pour identifier ces zones particulières, nous avons besoin d'une méthodologie. C'est assez complexe. Il y a plusieurs aspects à considérer. Nous avons utilisé des experts, nous avons mis à bord des experts de l'académie de recherche. Nous avons besoin de consultants aussi spécialisés pour nous aider. Et on a décidé de nous concentrer sur les espèces clés importantes pour l'écosystème. Nous les avons analysées, leur comportement par rapport aux facteurs de changement climatique. Les scientifiques, normalement, se sont penchés sur la salinité dans la mer Baltique. Le changement donc de pH de l'eau peut avoir un impact évidemment, ainsi que l'augmentation de la température et la calotte aussi glaciaire, en particulier dans la partie du nord qui va se réduire d'après les indications. Aussi, donc, d'autres types d'espèces propres de cette région. Ceci nous a permis d'identifier les zones indiquées en bleu que nous allons inclure. Nous voulons élargir ce système d'identification au reste de la Suède et pour cela nous avons besoin de la collaboration des experts. Et pour avoir des experts, ceux-ci doivent pouvoir avoir accès aux connaissances. Je vais reprendre ce slide pour vous commenter que nous avons obtenu des évaluations d'impact dans ce process. Nous utilisons l'outil Symfony qui a été mentionné hier. C'est un outil qui nous permet de valoriser, d'évaluer l'impact et qui est très utile pour valoriser les plans alternatifs. C'est-à-dire ça nous permet de faire des tests dans divers scénarios et voir quel est le résultat. Notre agence et la méthode utilisée, eh bien, date de 2008. C'est une méthode qui a 4 piliers ou 4 niveaux et nous analysons plusieurs éléments causant du stress
Tom a parlé de la mitigation. En Suède aussi, nous avons cette tâche devant nous. Nous devons identifier des emplacements possibles pour y situer, y placer donc des éoliennes en mer en 2024. J'espère que nous aurons identifié ces zones. Nous travaillons à présent avec d'autres agences nationales pour l'élaboration d'un plan. Nous faisons partie également de cet ensemble d'agences, aussi l'agence de la défense, l'agence de pêche, etc. Et nous sommes très fiers d'avoir cet effort collectif parce que ça nous permet d'analyser les possibles conflits qui peuvent émerger. Donc, et c'est bien de pouvoir les analyser ensemble. On veut aussi mentionner l'adaptation et en ce sens, pour nous, nous devons nous concentrer sur l'extraction de sable pour remplir nos plages. Right. Maintenant, je vais inviter Chester Hall. Excusez-moi si je n'ai pas bien Jesse prononcé has been votre nom. working- Jesse a travaillé pour le service pour l'environnement depuis 2016 après avoir un master en droit maritime. Il est responsable administratif pour l'adoption de l'MSP belge et son suivi. Il a aussi collaboré à la nouvelle loi qui donne un cadre de travail pour l'organisation des MSP pour la protection de l'environnement marin. Vous avez la parole. Merci d'organiser cet événement et merci de m'inviter à m'exprimer sur ce sujet et pour vous parler de la façon de résoudre le problème du changement climatique en 5 minutes. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'évidemment, c'est un de nos défis sociaux. Je n'ai pas vraiment à vous expliquer pourquoi. Mais pour nous, il s'agit de maximiser le potentiel de l'océan, mais aussi de protéger sa fonction naturelle, ce qui nous permet donc de stocker du carbone. Comment peut-on maximiser le potentiel? Ça peut être avec l'énergie verte, ça peut être avec de l'alimentation durable, ça peut être à travers des moyens de transport plus durables. Et donc le stockage de carbone de dioxyde de carbone est très important. Et je vais vous parler maintenant des côtes belges qui représentent 0,5% de la côte de la mer du Nord. Et 15% des côtes belges sont dédiées aux énergies renouvelables. To 25% of the country like Belgium, you can see Non. Il a fallu que nous fassions des compromis. which is for that Mais pour cela, both the NGOs, industry, the nous avons scientists, travaillé and donc avec des policymakers ONG, des scientifiques, des politiques. Nous avons posé des to questions sur ce que build nous these savons et nous resources in the ne most savons pas, pour pouvoir travailler de la façon la plus durable possible. and has 20 Et donc, nous avons fait des études au nombre de 25 pour voir comment protéger la biodiversité maybe also a bit on de coastal la façon la protection. plus durable possible en termes de protection So we côtière. Nous sommes aussi exposés à la montée des eaux. Et comme vous le savez, la Belgique a toujours été un pays make it more difficult. compliqué.
Il y a des compétences qui sont partagées au niveau régional et fédéral pour la protection côtière. La région des Flandre s'occupe de la protection côtière, mais la région francophone, elle s'occupe de l'AEM, donc on doit travailler ensemble. Il faut fournir donc des aides et travailler en lien avec les ONG, la société civile. En ce qui concerne l'alimentation durable, l'aquaculture n'est quelque chose qui n'est pas encore très développé en Belgique. Et en termes d'AEM, beaucoup d'utilisations sont déjà assez installées pour tout ce qui est transport maritime et aussi pêche. Donc il faut se pencher sur les façons dont nous souhaitons mettre en place cette nouvelle activité. Donc l'aquaculture pourrait nous aider à rendre notre alimentation plus durable. Surtout pour nous qui comptons beaucoup sur la fourniture d'eau et d'autres éléments. Donc nous avons défini des zones pour l'aquaculture qui sont assez éloignées. On a défini 5 plus proches de la côte pour des infrastructures plus petites. Et on a vu aussi qu'il y avait certains éléments qui pouvaient être développés en mer du Nord. Donc on se penche sur les conditions à mettre en place pour ne pas rajouter de danger pour ces zones naturelles. Donc on essaie de se concentrer sur les bonnes conditions, de maximiser le potentiel et protéger ce qui est déjà en place. Une bonne partie du territoire belge est désignée comme MPA, une zone maritime protégée, mais il faut s'assurer qu'il n'y a rien près de la zone côtière qui empêche cette fonction. Et donc, les autorités flamandes doivent pouvoir faire leur travail comme nous faisons le nôtre. Je terminerai sur ces mots. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et maintenant, Alison Wiggis, elle est vice-directrice à l'unité de gouvernement de Barbados, a plus de 20 ans d'expérience au MSP. Elle a été team leader pour la finalisation de le plan de gestion de Barbados 2021-2031, approuvé l'année dernière. Vous avez la parole, Alison. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici, de vous donner une perspective de cet État. Nous sommes des bébés par rapport à ces projets de MSP. Nous venons de commencer. C'est bien d'avoir votre perspective. Je vais contextualiser un petit peu le cas des Barbados. C'est là où nous sommes dans l'océan Atlantique. Nous sommes les autres îles des Caraïbes. Barbados est très petit, 450 km², mais nous avons une zone étendue d'espace maritime de 180 000 km. C'est 40 fois la surface de notre petite île. Mais maintenant, nous commençons donc ce plan d'aménagement de l'espace maritime. Je vais vous parler un petit peu de Barbados. Nous avons une population de 290 000 personnes. La majorité de la population habite sur le littoral. Tout ce que nous faisons, la capitale, le tourisme
et sur la côte, ainsi que l'industrie. Donc 70% de la population est située sur 4 kilomètres de zone de littoral. Notre développement industriel, secteur financier, c'est comme les îles des Caraïbes qui représentent moins de 1% de l'espace de l'océan est protégé. De nombreux secteurs luttent pour le gouvernement. Le gouvernement donne une éducation gratuite et des soins de santé. Mais il y a moins d'argent disponible pour destiné aux MSP. Il y a beaucoup d'infrastructures sur la ligne côtière. Nous avons collaboré avec la Banque de développement des Caraïbes. Nous avons mis beaucoup d'efforts. Nous avons fait de nombreux projets. Nous avons investi 42 millions de dollars dans un projet, un programme de réhabilitation côtière. Donc, nous avons fait des projets, nous avons fait des études de projet, nous avons fait ces recherches et maintenant nous voulons donc élargir ces études au reste du territoire. Nous sommes arrivés au point où nous allons commencer donc cette MSP en février 2003. Il va commencer 150 000 dollars de la Banque de développement américaine ont été alloués aussi. Ceci permet que notre pays réduise le coût d'emprunt d'argent et nous pouvons donc subvenir à ces programmes à long terme, en particulier la biodiversité et le changement climatique. Nous suivons les pas d'autres îles dans le monde comme Belize et les Seychelles. Nous avons commencé nos projets par collecter des données. Nous avons peu de données sur l'espace des océans. Nous voulons nous assurer que nous atteignons les standards minimums donc de qualité des données, de quantité aussi de ces données, aussi pour voir les impacts socio-économiques causés par le changement climatique. Ces communautés dépendent beaucoup des ressources maritimes. Aussi, un autre aspect important, c'est la prise de conscience des différentes parties prenantes. Je crois que notre directorat politique est très important. Je ne sais pas combien d'entre vous avez entendu notre honorable Miyamo. Il a été une des personnes les plus osées, les plus actives pour contrer le changement climatique. Et en ce sens, nous l'avons intégré dans nos politiques, dans nos recommandations. C'est une petite île où, avec ces toutes petites presqu'îles aussi, nous avons incorporé donc le changement climatique à l'aménagement de l'espace maritime. Je vous laisse quelques photographies prises l'année dernière qui vous montrent l'impact du changement climatique. Cet ouragan Elsa, n'est-ce pas, de catégorie 1, vous voyez les impacts significatifs sur l'érosion, aussi ces plages dévastées, l'augmentation donc de présence de sel, cette sargasse. On veut s'assurer qu'on s'adapte, qu'on met les infrastructures appropriées et que les activités économiques vont pouvoir être assurées. On va assurer qu'on fasse tout ce qui est dans nos mains. Nous ne causons pas le changement climatique, mais nous le subissons. C'est clair que nous devons continuer. Je vous remercie.
Thank you so much, Alison, for such an Merci inspiring beaucoup, Alison, pour cette présentation aussi inspiratrice. Avant de passer au bloc de discussion, j'aimerais vous rappeler que vous avez Slido. Les personnes dans la salle et en ligne, je vous invite à poser vos questions à travers Slido et on s'en occupera, on y répondra donc juste après cette discussion parmi maintenant nos panélistes. Et donc, pour approfondir un petit peu dans cette discussion au cours de ces 20 minutes que nous avons, je vais commencer par inviter Jessie et Tom à partager vos pensées sur la question de comment pouvons-nous concevoir des plans, donc des MSP responsables du changement. Nous ne parlons pas uniquement du changement climatique, ils devront être responsables des changements sociaux, n'est-ce pas, qui vont se produire aussi. Comment pouvons-nous reconcevoir ces aménagements pour être plus flexibles, pour tenir compte en particulier que ces MSP donc prennent tant de temps à être développés. Tom et Jessie, vous avez la parole. Hello. Yep. Okay. Question. No. Thanks. Toute petite question. Have a chance. Bon, tout à l'heure, je n'ai pas pu justement parler de ça, mais ça fait partie de ça dans mes diapositives. Et je pense qu'il est important de fournir des certitudes. Il faut qu'il y ait un consensus. Et donc, ça demande beaucoup de travail au sein de la société. Les gens veulent voir que si la discussion a eu un impact, un effet, si on a des informations à disposition. Comme vous le disiez, le monde continue d'avancer et les outils que nous utilisions pour ça, eh bien, we can also continue to update data. En fait. Et il faut continuer donc des références spéciales par rapport à ces MSP avec les données les meilleures, mais il y a des plans et je fais référence aussi au processus que je mets en avant. C'est vrai qu'il y a de nombreuses opportunités dans ce process, non seulement sur les plans, mais sur les plans de décision pour voir comment les personnes peuvent intégrer, comment ils peuvent prendre leurs décisions. Merci. Yes. Yeah. So it's an interesting question because C'est une question intéressante parce que l'un des principaux objectifs d'MSP, c'est de donner un cadre stable. Donc, si on change continuellement, cela s'envole, cela part en fumée. C'est-à-dire, l'une des choses les plus faciles, c'est d'avoir des cycles. La Belgique démarre un nouveau cycle l'année prochaine, c'est mieux. Lorsqu'on commence, les plans, c'est plus facile de les réviser que de les rédiger de première main. C'est peut-être mon passé juridique qui parle peut-être, mais c'est bien d'anticiper au lieu de dire bon là on voudrait mettre ce sol et pour la production, la transmission et l'emmagasinage d'énergie renouvelable. Maintenant, nous sommes sur le solaire. Il ne faut pas réviser nos plans parce que nous anticipons toujours les développements futurs. Donc, attention dans nos rédigés, en fait, de plans. Je pense que c'est intéressant. Une loi vient d'être passée au Parlement
qui We're going from modifie les choses. Nous passons de 6 à 8 ans. adaptable Donc, now, but ce n'est pas le plus adapté maintenant, mais vous savez que la Belgique est un petit for the next. pays et donc nous allons travailler sur ces deux prochaines années, mais penser à aux termes que nous employons dans nos plans. J'ai trouvé très intéressante cette approche, trouver l'équilibre entre la certitude pour les utilisateurs et les investisseurs et la flexibilité de s'adapter aux changements. Ça a été une des questions clés, non seulement pour les MSP, mais en général pour le management. Comment nous atteignons cet équilibre? Et ceci me permet de basculer sur la prochaine question que je pose à Isabelle. Évidemment, vous pouvez faire référence aux exemples de votre pays si vous le souhaitez. D'après vous, comment peut-on prévenir? Qu'est-ce qui empêche que le changement climatique soit abordé en bonne et due forme? C'est vrai qu'il y a des challenges lorsqu'on adresse normalement cela de manière très ample. Ça a été l'une des questions dont on a parlé aussi. Il y a aussi d'autres questions. J'aimerais avoir vos pensées là-dessus. Eh bien, d'abord, il faut avoir de la chance. Si on n'est pas touché par quelque chose, on n'a pas à réagir par rapport à cela. Deuxièmement, un manque de responsabilité politique. Les politiciens, eh bien, il y a des choix irresponsables des gouvernements. On commence à avoir des gouvernements dans les parlements qui sont plus réactifs, certains plus que d'autres, et aussi, en tout cas, il y a les connaissances. Je suis consciente de ces plans si nous savons que nous sommes 8 milliards de personnes, il va y avoir un impact si on passe à 10, mais si je connais le rôle de la biodiversité, les services de la biodiversité, je ne vais pas la détruire, je vais accélérer la restauration, la protection, la conservation. Si j'ai les connaissances, je sais qu'avec GIS, avec des informations méthodologiques, avec les données de la population, je peux envisager des scénarios. Et donc, si nous ne réagissons pas, eh bien, tant pis, les dégâts sont là. Mais j'ai besoin de vouloir savoir, de vouloir connaître le savoir. Les coûts de ces mesures implicites vont au-delà de mon cycle de 5 ans. Et s'il y a des élections l'année prochaine, la dernière des choses que je vais vouloir faire, c'est m'adresser aux personnes qui habitent ça ou là et leur dire, écoutez, vous allez mourir. Les gouvernements, les parlements doivent savoir que les désastres arrivent. S'il y a deux parties, nos petits-enfants vont souffrir de la même manière, n'est-ce pas? La jeunesse doit être impliquée, elle doit être mise à bord des risques que nous encourons si nous ne gérons pas bien ces choses-là. Nous devons nous ériger en champions, et ceci à travers les médias sociaux. Mettons-les donc avec cela, les influenceurs, n'est-ce pas, et leur bonne gouvernance. Les femmes également, elles élèvent leurs enfants de manière différente, c'est vrai. Nous devons également passer du central au local. Nous avons besoin de bons gouvernements, de bonnes politiques, de bons décideurs. Nous devons avoir la capacité de transformer une bonne politique en un plan d'action à l'échelle communautaire. C'est utiliser les ressources naturelles pour survivre. Nous devons changer la manière dont nous utilisons les données, restaurer les écosystèmes et être payés pour cela. Et nous devons apprendre d'autres plus spécialisés. Peut-être nous devons utiliser l'écosystème et les ressources naturelles de manière durable. Et aussi, je dis souvent que si on ne le fait pas, lorsque ça va devenir pire, je vais dire, eh bien,
c'est vous qui l'avez décidé. Il faut aussi responsabiliser aussi nos décideurs. Merci. Thank you so much, Isabel. Vous avez dit des choses très très importantes et ce que je prends, ce que je retiens, c'est ce besoin Raise awareness. de soulever, de créer cette prise de conscience, la conscientisation de la non-action et développer ces capacités, les capacités des parties prenantes, des personnes locales par rapport aux décideurs. Nous en avons discuté hier aussi, le besoin d'avoir des connaissances, de développer des capacités, c'est quelque chose qui est ancré dans ces MSP. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer aux questions de Slido et du public. J'aimerais inviter Alison et Joaquin à partager leurs commentaires en prenant en compte tout ce qui a été dit. Quelles seraient vos recommandations? Je pense qu'il faut développer les capacités. Nous n'avons certainement pas la capacité dans les petits États insulaires en développement d'effectuer le travail. On a vu des promesses de la Banque américaine de développement pour nous prendre par la main et nous aider, mais pour des personnes comme moi, on a pu voir le progrès de l'AEM au cours des années, mais le développement de capacité est vraiment ce qui nous retient le plus et il faut vraiment faire de notre mieux à ce niveau-là. Merci Alison. Joaquin? Je pense que c'est une grande question parce qu'on a entendu beaucoup de recommandations et il faut qu'on puisse développer le potentiel de l'AEM, le plein potentiel pour le changement climatique. Et si on voit les plans qui sont en marche aujourd'hui, il y a encore des manques. On ne parle pas beaucoup de changement climatique. Il n'y a pas de cadre pour le changement climatique. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui doivent être réalisées. Il faut que nous soyons créatifs et explorer des choses. Et pour ce faire, il faut utiliser la science, pas uniquement la science liée vraiment la science sur le CO2, etc., mais c'est plutôt les sciences humaines, les sciences sociales. Et en tant qu'administrateur, on voit que la politique, le côté administratif, les administrations rencontrent les gens. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, on n'en a pas terminé. Et il est important de commencer tôt et de ne pas attendre et de voir que ces choses se mettent en place parce que c'est quelque chose à explorer. Et le fait de créer des zones de refuge, c'est quelque chose qui a déjà été exploré, mais pas assez mis en place de façon concrète. Et je pense qu'il faudrait trouver de nouveaux types d'informations avec les informations déjà existantes. Et ça, ce serait vraiment un conseil pour pouvoir mener les choses à terme. Voilà, merci. Merci, Joachim. J'aimerais souligner ce que tu viens de dire concernant les sciences sociales, et on en a parlé. La science se limite aux sciences de la vie, alors que la science sociale en fait aussi partie. Et les savoirs, les connaissances autochtones sont absolument cruciales pour pouvoir développer l'AEM. Et surtout avec le changement des océans qui est en train de s'opérer. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir partagé votre point de vue et je vais rendre la parole maintenant à Spiros pour
parler de Slido et des questions de notre public. Merci. Merci à toutes et à tous. C'était une discussion très intéressante et ça va devenir encore plus fascinante avec les questions de Slido. Mais ça valait le fait de casser un verre, Isabelle. Nous avons beaucoup de questions intéressantes. Et vous voyez celle qui est en haut de l'écran. En termes de sémantique, je la trouve intéressante puisque ça connecte tout l'océan Atlantique. On parle de Gulf Stream et son affaiblissement dû au changement climatique vous lie, Alison et Tom. Est-ce que vous collaborez-vous déjà pour travailler une meilleure compréhension? Peut-être qu'Alison, vous souhaitez répondre? Ça nous donne l'occasion maintenant, justement, de nous exprimer, de collaborer. Mon Premier ministre, justement, fait partie maintenant d'un groupe de discussion sur la coopération technique avec l'Irlande. Et donc, c'est très bien que Tom et moi puissions parler de collaboration dans le futur. Et, je suis complètement d'accord avec ça. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'Irlande mesure ses effets depuis très longtemps. Et j'en ai pris note d'ailleurs, Alison, pour vous présenter à Katrina. Justement, ça. Il y a énormément de choses à dire. Pour une potentielle collaboration, il faudra explorer ça. Merci à tous les deux. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose. Je parlais de sémantique et lorsqu'Alison faisait sa présentation, elle a conclu en disant qu'il subissait beaucoup d'effets, mais pourtant n'était pas responsable du changement climatique. Et en fait, les effets vous reviennent, c'est-à-dire vous n'êtes pas les pays ce ne sont pas les pays qui produisent les gaz à effet de serre qui en subissent les conséquences. Nous allons maintenant passer à la question suivante. En termes de changement climatique, la problématique de l'adaptation. Pardon, dit l'orateur. Je vais revenir à la question. La question a disparu, dit l'orateur. Désolé, nous avons perdu la question sur Slido. Je me rappelle de cette question, dit-il. On parle de l'adaptation au changement climatique et c'est très important d'incorporer ça à l'AEM. Et il y a différentes façons d'approcher ce thème. Lorsque l'on parle de changement climatique, quels sont les secteurs qu'il faut prendre en compte? Par exemple, le transport, la pêche. Le processus d'incorporation. C'est une question très large, c'est pour ça que je vous regarde toutes et tous. It's really tricky. And as for fishes, for example, en ce qui concerne la pêche, donc évidemment nous avons des données historiques et c'est une problématique récurrente. Comment nous pouvons nous préparer à modifier la pêche? Et ça, c'est une question piège. Il y a énormément de choses que nous ne connaissons pas. Et en ce qui concerne le transport maritime, ce n'est pas vraiment une problématique dans notre cas. Nous savons qu'il y aura d'autres règles de navigation par rapport à la calotte glaciaire. Et ce sont des éléments sur lesquels nous devons nous pencher en termes de méthodologie également, mais il faut regarder en avant et non pas en arrière. Merci. Bien, pour le Mozambique, c'est très différent de la Suède si nous regardons nos zones exclusives économiques. En ce qui concerne le transport maritime, nous ne pouvons pas contrôler tout contrôler, nous n'en avons pas la capacité.
Il faut que nous ayons une collaboration, et il y a des programmes de développement, des partenaires de développement pour nous aider à surveiller. Si nous regardons, nous penchons sur les zones côtières et les communautés côtières, évidemment, c'est la priorité par rapport au rivage et par rapport au nombre de personnes qui y vivent et avec cette démographie en développement. En ce qui concerne la subsistance, l'agriculture, les pêches, les méthodes de survie pour ces personnes sont liées à la restauration et à l'accélération de la restauration. Tout ça, c'est important et c'est important de passer du niveau national au niveau régional et au niveau international, puisque la montée des eaux, du niveau des mers est due au réchauffement climatique. Et comme vous le disiez, cette hausse de la température et donc du niveau des eaux n'est pas causée par nos pays. Donc il y a des actions à mettre en place, une plateforme où la réduction se fait pas uniquement financièrement, mais aussi avec des dispositifs. Si on voit le Japon, eh bien, il y a des infrastructures qui sont mises en place justement pour réduire. Ça devrait vraiment être mis en place à niveau international pour le maintien aussi de la paix et de la stabilité. Qui souhaite contribuer? Pour rebondir sur ce que disait Isabelle sur l'internationalisation de cela, je pense que c'est un défi pour les praticiens MSP dans cette salle. Ça va au-delà de la juridiction nationale de la Belgique et je pense que l'AEM a rempli un rôle crucial en ce qui concerne la décision de l'application des principes de l'AEM et que ce soit au-delà du cadre juridique national. Mais ça ne concerne pas directement la question, mais en tout cas ça concerne la question suivante. Donc vraiment là c'est une capacité à prévoir le futur qui est assez impressionnante. Mais là on parle simplement de l'effort qui est fait. Par exemple, il y a 68 km de côte en Belgique, alors que moi, mon pays en a 60 000 km de côte en Grèce, et pourtant nous n'avons pas d'AEM. Et la question ne concerne pas seulement la Belgique ou la Grèce, mais hier on a parlé de la collaboration transnationale et la problématique d'inclure le changement climatique est aussi lié à la collaboration transnationale. Donc est-ce que c'est une opportunité? Vous considérez ça comme une opportunité ou plutôt comme un risque en ce qui concerne la collaboration transfrontalière par rapport au changement climatique? Non, je pense que c'est un élément important et on a seulement 68 km de côte en Belgique. Mais il faut travailler avec nos voisins français, nos voisins hollandais. Il y a des scénarios qui ont été développés avec des îles pour protéger les zones côtières. Mais ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'îles en Hollande et en France dans ces régions. Donc on a parlé plutôt de partager nos investissements avec des solutions peut-être un peu plus larges pour les pays voisins. Nous avons une expérience de coopération transfrontalière au Mozambique et ces mécanismes peuvent être appliqués en changeant le contenu, mais les mécanismes peuvent rester les mêmes. Mais en fait, nous sommes en train de valider des partenariats avec l'Afrique du Sud et aussi dans le Nord et aussi avec la Tanzanie. Et vous serez invité en avril à ce congrès sur la biodiversité du Mozambique et nous ferons une présentation de cela ou peut-être à travers l'UNESCO ou la délégation de l'Union européenne, nous pourrons peut-être faire une présentation pour parler de ces zones de conservation transfrontalières. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions très diverses sur Slido. Je vais
il y a des questions qui avaient déjà été posées. Une des choses que je considère très importante est concerner le rôle des zones protégées par rapport à la biodiversité, les refuges dont vous avez parlé, et comment cela peut être une composante de la réduction du changement climatique, puisqu'on parle d'abord de protection, de résilience, etc. Mais il y a aussi un autre élément qui est donc les puits de carbone et la séquestration du carbone. Est-ce que vous pourriez-vous nous parler de la façon dont ceci est pris en compte? Peut-être que Joachim, vous souhaitez intervenir? Oui, ça doit être pris en compte. Mais comme je vous le disais, le changement climatique fait déjà partie de notre AEM actuel. Et c'est aussi la même chose pour la capture de la séquestration de carbone. Et les discussions sont en train de naître. Et maintenant, ça arrive au niveau administratif, au niveau de la planification. Ce n'est plus seulement au niveau scientifique que ça se passe. Et donc il y a de nouvelles législations à ce sujet pour la séquestration de carbone et nous allons voir comment ça avance. Mais peut-être que ce sera quelque chose qui fera partie de l'AEM dans le futur et je pense que nous devrons prendre cette direction et je pense que c'est aussi la même chose pour la séquestration de carbone. C'est quelque chose qui va se mettre en marche. Il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Isabelle? Nous avons différentes zones de conservation dans notre AEM avec différentes utilisations, mais nous devons prendre en considération lorsque nous avons un paysage marin ou une zone marine protégée, eh bien, il faut qu'il y ait des entrées d'argent, un revenu alternatif. Il faut que ce soit durable aussi pour leurs moyens de subsistance, pour qu'ils puissent travailler à la conservation de ces zones-là. Merci. Merci, je suis très heureux que vous parliez de cela, puisque ce que nous faisons au sein de notre propre institut, nous avons réalisé une étude l'année dernière en collaboration avec Madère et avec l'Institut océanographique du Portugal. C'est analyser le côté économique de la conservation. Et lorsqu'on a essayé d'évaluer la valeur socio-économique, eh bien, nous avons visité, il y a aussi des documents qui ont été réalisés, qui nous permettent de faire le lien. Et évidemment, il y avait une valeur naturelle. Et en termes de séquestration de carbone, et en termes de valeur financière, et tout ça, ça change beaucoup de choses, puisque si on met ça dans l'équation, ça change la valeur économique des zones protégées à cause de par rapport à la biomasse, par rapport aux prairies de Posidonie, etc. Et en fait, la valeur augmente lorsque les services peuvent être rendus. Et en fait, ça rend les choses très très importantes puisque c'est de la valeur économique. Si on veut parler d'économie, on ne parle pas seulement de valeur éthique. Si vous me permettez, Isabelle, les systèmes et les écoservices doivent être évalués. La capacité de séquestration de carbone doit être prise en compte. Mais nous devons aussi nous pencher sur les choses à long terme et ne pas devenir le puits de carbone des autres. Parce que sinon nous allons finir par nager dans une piscine de CO2. Et en ce qui concerne le système de valeur et d'écosystème,
ce que nous avons vu, very good indicator of what is happening with c'est que dans les microplastics. îles sauvages, il n'y avait pas de microplastique. Quantity of Il y avait microplastics du microplastique. Et ça fait vraiment très très peur, même si ce sont des zones qui sont restreintes et qui sont interdites à l'accès humain. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Okay, I know that my time is coming. Je sais que ça va être mon tour. Donc peut-être que je peux commencer tout simplement en faisant un commentaire sur ce que vous avez dit, Spiros. Protected areas as Et well. je trouve que c'est And très of course, important, les zones marines their protégées, contribution to et leur contribution à la séquestration de carbone. Et c'est la désignation d'un but désignation to d'un AEM. complicate things Mais pour compliquer les choses un petit peu to plus, our Mediterranean et en revenant à la mer Méditerranée, species that nous avons des espèces qui ne sont pas endémiques et qui envahissent some la seaweed, for Méditerranée. example. Par exemple, Unfortunately, although les cyganides qui sont des animaux qui broutent les algues. Et donc il faut vraiment réduire le changement climatique et l'impact. Donc par exemple avec le canal de Suez, eh bien, ce que l'on voit, c'est que on a fait les frais puisque les AEM vont avoir un statut détérioré. Et ce ne sera pas notre faute maintenant, mais c'était notre faute il y a quelques années. Et donc malheureusement, il y a d'autres secteurs comme les AEM en Grèce et aussi dans la Méditerranée. On travaille sur le plastique et nos systèmes sont complètement inondés de plastique. Par exemple, l'AEM de Alonissos en Grèce. Et il y a beaucoup de plastique là-bas. Et cela fait des années que la pêche a été abandonnée là-bas. Évidemment, l'AEM est quelque chose de très intéressant, mais il y a énormément de complications. Il y a deux points qu'on a mis en exergue. Il y a les espèces étrangères, les espèces qui ne sont pas endémiques et aussi le plastique. Et pour vous réveiller un petit peu dans le public, je crois qu'on avait un collègue du Royaume-Uni qui avait collecté des sédiments et en collectant aussi des extraits de tissus d'animaux morts qui pensent que les extraits de plastique dans les échantillons étaient inférieurs à 50%. Qui pense que c'était inférieur à 80%, levez la main s'il vous plaît. Qui pensait qu'on était à 100%? Eh bien, il s'agissait de 100%. Tous les tissus analysés contenaient du plastique. Et maintenant, nous allons nous tourner vers le rapporteur. Et je vous ai posé cette question parce que c'est très intéressant de voir d'où vient cette question. Pensez-vous que les agences gouvernementales qui s'occupent du changement climatique sont au courant ou sont conscientes des défis posés par les processus d'AEM qui incluent le changement climatique et cette question a été posée par Michel et c'est très intéressant. C'est très important et en fait on a malheureusement quand même cette question qui revient alors qu'on a des personnes qui travaillent proche du gouvernement, de façon proche du gouvernement. Donc comment pouvez-vous répondre à cette question? Je vais essayer d'être bref. On a travaillé pendant longtemps pour savoir, pour tout inclure dans notre plan de gestion marine, mais nous voyons que aujourd'hui et au cours des dernières années, nous avons mis en place des plans d'action pour pouvoir intégrer ces deux aspects. Mais du côté de l'Irlande, je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, nous sommes déjà en train de mettre ça en place.
Pour la Suède, oui, je dirais oui pour la première partie de la question, et pour la deuxième, eh bien, je ne suis pas vraiment sûr. C'est un peu 50-50. Yeah, I think they're Pour la Belgique, more. je pense qu'on est de plus en plus conscient de ce qui se passe. Et j'ai participé à une réunion avec des pêcheurs récemment. Il y a vraiment un niveau de sensibilisation à l'AEM qui est de plus en plus important. I don't think balance part. Mais je ne suis pas sûr qu'il voit la partie équilibrée de l'AEM. Très souvent, on m'a déjà demandé quelle était la partie théorique et la partie pratique, et je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez dire par partie théorique? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des éoliennes de partout dans le nord de la Belgique? Je leur ai simplement répondu que je ne ferais pas cet exercice avec eux. Alison, oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de campagne de sensibilisation, ce qu'on fait, c'est qu'on va débuter un nouvel AEM et on va s'assurer que tous les secteurs, que ce soit le secteur gouvernemental, le secteur privé, que tous nos acteurs soient informés de l'importance de l'AEM par rapport au changement climatique pour la survie de notre pays dans le futur. Merci. Nous allons maintenant conclure cette discussion avec ce besoin d'inclusion ça nous permet maintenant d'accueillir Silvia Vassilopoulou qui va maintenant nous présenter son rapport. Thank you, Spiros. I'd like to thank the Merci, organizers. Spiros. J'aimerais remercier les organisateurs de me donner l'occasion de participer à cet événement très intéressant. Eh bien, c'était un défi d'essayer de résumer toutes les idées inspirées que nous venons d'entendre lors de cette session. Encore une fois, je vais essayer de ne pas trop répéter les éléments que j'ai déjà rédigés. J'ai pris un petit peu... j'ai vu que chez tout le monde, on parlait de résilience côtière, et ça montre les préoccupations que nous avons pour nos côtes dans différentes régions du monde. Et bien sûr, nos côtes sont très importantes de façon sociétale. Il y a des activités de la société qui sont développées. Il y a énormément de communautés qui en tirent un revenu de subsistance. Nous avons aussi des exemples, de très bons exemples de l'Europe du Nord où l'AEM est très avancée. Et lorsqu'on arrive dans nos régions et dans notre région, et d'ailleurs on en a parlé hier malheureusement, eh bien nous ne sommes pas les bons élèves de la zone Méditerranée et de la mer Noire. Il y a énormément de choses que nous devons apprendre des autres régions du monde et de ce qui se fait. Il y a des problématiques liées à la volonté politique. Pour moi, c'est absolument crucial. Isabelle en a parlé et elle a dit de façon très claire, il ne s'agit pas des autres personnes ou des gouvernements passés il y a 4 ou 5 ans qui avaient le pouvoir entre les mains à l'époque. Il s'agit de ce qui se passe, c'est-à-dire des problématiques qui sont pressantes et il y a énormément de défis de société qui doivent être nos problématiques prioritaires et ces approches du haut vers le bas, du bas vers le haut doivent être des problématiques prioritaires. Et évidemment, on parle aussi de sensibiliser, mais aussi de construire un climat de confiance avec les communautés locales. Ça, c'est très important. Ça fait des années que je travaille avec des pêcheurs. Et en tant que scientifique, lorsqu'on se rend là-bas et qu'on discute avec eux, ils vous parlent de leurs problèmes, évidemment. Et on peut parler d'options, d'ajustements. Mais
lorsque ça n'est pas repris par les administrations, par le gouvernement, lorsqu'on y retourne quelques années plus tard, eh bien, ils ne souhaitent pas collaborer, pas du tout. Et ils ne se sentent pas écoutés. Et ça, c'était une problématique majeure. Et je pense que dans un État comme le mien, pour le moins, eh bien, l'administration s'effectue au niveau national. Il y a peu de choses qui sont réalisées au niveau local, et ça, c'est quelque chose qui doit absolument être développé. Et ce que j'aimerais mettre en avant, c'est la problématique, la question des données. Nous n'avons pas besoin de plus de données, nous avons besoin d'agir maintenant. Nous avons parlé hier d'être proactifs, je suis complètement d'accord avec cela. Les scientifiques veulent toujours disposer de plus de données, d'être plus certains des choses, d'avoir des données de meilleure qualité. Bien sûr, nous en aurons toujours, et je suis scientifique et je suis absolument d'accord avec cela. Mais c'est pour ça que je dis que nous avons besoin de tous ces scénarios qui sont construits pour montrer le degré de certitude ou d'incertitude liés aux scénarios qui ont été élaborés. Et finalement, ce que l'on essaie de faire, c'est de parler de certaines options avec les acteurs, puisque leur vie va être impactée par ces scénarios. Donc il faut qu'ils aient connaissance de façon claire de notre degré de certitude et de ce que nous faisons, de ce que nous proposons. Et bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans toutes les zones du monde. Tout le monde n'a pas le même niveau d'impact par rapport au changement climatique. Et évidemment, le transport maritime va changer un petit peu, la pêche aussi, ça sera un petit peu plus... Ce sera un peu plus touché avec le changement des stocks de poissons dans les eaux du nord de la planète. Et nous devons prendre ces secteurs en compte dans les différentes zones du monde. Et les solutions inspirées de la nature sont de très bonnes solutions, mais il faut aussi prendre en compte d'autres complications, comme lorsqu'on en a parlé par rapport à nos régions. Nous avons aussi besoin d'améliorer les connaissances de certains procédés qui interviennent sur la complexité, sur l'impact sur le changement climatique. Et donc il y a énormément de marge d'amélioration pour améliorer les données et les connaissances et pour améliorer aussi les scénarios que nous mettons en place. Et j'aimerais aussi dire que c'est très important, qu'il est très important de travailler avec les populations autochtones par rapport à la connaissance qu'ils ont. Et nous sommes d'accord avec ce que disait Spiros. Nous avons des milliers de kilomètres de côtes, nous avons des populations qui connaissent très bien la côte, et on peut parler aussi de pêcheurs, des pêcheurs indépendants, et qui sont impactés et qui seront les premiers impactés par le changement climatique. Et c'est aussi une bonne occasion de résoudre les changements sociétaux qui sont liés au changement climatique. Et pour terminer, je pense que la volonté politique est vraiment la pierre angulaire ou la colonne vertébrale de ce que nous devons faire, pas forcément au niveau central, mais aussi au niveau local, sur les territoires. Et si on a une volonté politique à niveau local, eh bien les actions peuvent être mises en place et avoir cette collaboration à quatre hélices, à quatre têtes si l'on veut, et que ce soit un changement significatif. Et ça, c'est très important. Et pour pouvoir mettre en place de façon efficace des politiques déterminées à niveau national. Merci beaucoup. Thank you very much, Ilya. Merci beaucoup, Ilya. Je pense que c'est une très belle manière de terminer cette première session d'aujourd'hui. Merci d'applaudir nos intervenants et à tous aussi
Le public est bien sûr maintenant. Nous allons prendre une pause café. On revient à 11 heures. Essayez d'être à l'heure de retour parce que nous allons parler de la protection maritime, la restauration. Et souvenez-vous d'emmener vos appareils récepteurs, s'il vous plaît, de ne pas les laisser sur la chaise. Merci.